ce lieu où vous êtes ici, ce tiers-lieu qu'on partage avec vous toutes et tous, ce lieu où on a envie à la fois de se retrouver pour échanger, comme ce soir, et puis aussi pour d'autres moments participatifs de soirées, de fêtes et autres. Ces rendez-vous à penser, on les organise depuis plusieurs saisons maintenant, à la fois avec Livre en Marche ce soir, et aussi avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, avec l'Université populaire, avec des propositions aussi cinéphilos. Donc vous pouvez retrouver le programme dans les newsletters de la base et de Malraux très régulièrement avec les rendez-vous qui vous attendent. Ce soir, l'occasion de remercier à nouveau Livre en Marche pour ce rendez-vous mensuel. Alors un peu plus que... Oui, si, nous avons changé de mois. Donc nous avions un rendez-vous la semaine dernière, nous étions encore en avril. Et cette fois-ci, nous sommes en mai. Donc voilà pour ce rendez-vous du mois de mai. Et puis tu annonceras, Dominique Favario, le rendez-vous de juin ensemble. L'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à Emmanuel Pont. Merci beaucoup d'être venu à Chambéry nous retrouver. Je crois que vous êtes arrivé un peu plus tôt et que vous avez eu le temps de faire quelques balades déjà en ville. Donc merci de prendre ce temps avec nous. C'est très agréable de vous recevoir. Merci à vous. Et puis l'occasion aussi de remercier la librairie Garin qui est juste derrière et qui nous accompagne pour chacun de ces rendez-vous. Emmanuel Pont aura le plaisir de dédicacer ses livres à la fin et donc vous pouvez trouver tous les livres qui seront ici à la librairie. Voilà, merci à vous. Je passe la parole à Dominique Favario. Merci beaucoup. Oui, merci Emmanuel. Merci à Malraux et à la base de nous accueillir pour la 4e fois cette année, je crois. Ouais, ça va être à peu près ça. Donc notre fidèle rendez-vous mensuel. Ce soir, le sujet qui va être traité par Emmanuel, vous l'avez derrière vous. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? On a presque l'impression qu'il y a la réponse dans le titre. Eh bien non, pas du tout. Et c'est ce que Emmanuel va nous expliquer lors de son intervention. Emmanuel a fait une étude extrêmement poussée sur le sujet, assez passionnante. Vous verrez, je vous conseille de lire son livre. Je remercie aussi Justine, qui fidèlement assure la modération de nos conférences. Donc c'est ce soir l'avant-dernière conférence de la saison. La saison se termine au mois de juin. Et donc Justine nous donnera le programme de la suite, puisqu'il est pratiquement figé jusqu'au mois de novembre. Mais tu ne connais encore pas l'intervenant du mois de novembre, je te le dirai. C'est en train de se dessiner. Et donc la prochaine, ce sera aussi un grand moment, le 8 juin. Le 8 juin, nous accueillerons Timothée Paric. Timothée Paric fait un tabac dans les différentes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, sur un sujet qui est celui de la problématique de la croissance ou de la décroissance. Et son ouvrage « Ralentir ou périr ». Timothée Paric est un ingénieur qui enseigne en Suède et qui a fait sa thèse sur ce sujet. Je le répète, c'est une thèse de 994 pages. Et de cette thèse, il a tiré ce livre qui fait école, qui remet en cause un mode de fonctionnement et qui génère beaucoup de discussions, voire à certains moments de polémiques. En tout cas, merci Emmanuel d'être des nôtres et puis merci à Justine de nous accompagner fidèlement. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Alors oui, c'est vrai que le dernier rendez-vous c'était en avril, mais bon c'était la semaine dernière, donc on était là il y a pas si longtemps. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous proposer d'écouter et d'interagir avec Emmanuel Pont. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Justine. On est ensemble jusqu'à 20h30. Pour un rendez-vous, comme d'habitude, en 2 temps. Le premier temps, un temps d'échange entre nous, et puis un second temps pour vos questions, si ça vous va. On va commencer avec toi, Emmanuel, et pour que tu nous dises qui tu es. Alors en 2 mots, donc je m'appelle Emmanuel Pont, j'ai 41 ans, j'ai un enfant. J'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up. À un moment, j'ai eu la chance d'avoir du temps et d'un trou dans ma carrière. Et là, je me suis pris une claque avec le sujet de l'écologie. Et j'ai commencé à lire, à chercher, et un des premiers sujets qui m'a gratté, c'est ce sujet des enfants, de la population, d'une part en tant que parent potentiel, que j'étais pas à l'époque, et d'autre part parce que c'est un débat qu'on entend constamment
autour de l'écologie? Est-ce qu'on est trop sur Terre? Est-ce que c'est ça la grande cause des problèmes qu'on a? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? J'ai écrit un article de blog à ce moment-là qui a eu beaucoup de succès. J'ai été repris par des experts, j'ai échangé avec beaucoup de gens, et j'ai fini par en faire un livre, donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui a eu aussi pas mal de succès, et je vais même continuer sur ce sujet en thèse probablement sur la partie calcul de ce livre. Donc voilà, j'en ai pas fini encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de choses à dire, on va le voir. Alors, vous voyez qu'il y a aussi ces diapositives derrière, parce que sur une partie de notre échange, il va y avoir quelques chiffres. Et les chiffres, c'est bien, et c'est mieux des fois quand c'est visuel. Donc voilà un petit peu l'idée. Moi, je voudrais commencer en vous partageant quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on est là pour une autre conférence. Et je me retrouve à discuter avec 3 personnes, et je donne le titre du livre. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Ces 3 personnes, elles ont à peu près une trentaine d'années, et je ne les vois pas ici, je vérifie. Je leur ai dit que j'allais le dire. Et je leur dis, ouais, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Et il y en a un qui s'appelle Clément et qui me dit, c'est évident qu'il faut arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. En face de lui, il y a un garçon qui s'appelle Nicolas et qui répond en disant, c'est évident qu'il ne faut pas arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Et là, il y en a une troisième qui s'appelle Camille qui dit, c'est évident qu'il ne faut pas trop faire d'enfants pour sauver la planète. Et en fait, je me suis dit, ils viennent de résumer le truc en 2 secondes. Voilà. C'est qu'on vient tous avec des idées, parfois d'où on ne sait pas trop. Est-ce que c'est du chiffre? Est-ce que c'est justement de la philosophie? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est des choix perso? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça fait qu'on arrive avec une idée parfois préconçue. Et l'idée de ce bouquin, c'est justement d'aller interroger plein de choses. La démographie, l'écologie, la philosophie, la politique, les questions de société, les choix personnels, bien sûr, afin de traiter ce sujet d'un point de vue un peu multidisciplinaire. Et on va voir pourquoi, parce que ce serait dommage d'apporter des réponses peut-être binaires à une question qui ne l'est pas. Et donc, du coup, la première partie de votre livre, elle s'intéresse à la partie démographie. Et moi, Emmanuel, j'ai envie de comprendre pourquoi tu as commencé avec cette thématique. Alors, il y a plusieurs branches à ce sujet. Et ce qui est donc la partie plutôt individuelle, la partie plutôt société, et la partie plutôt société, elle porte sur la population. Et donc ce sujet de population qui est étudié par la démographie, il est rempli d'avis un peu préconçus, d'inquiétudes ou autres, et souvent il faut d'abord commencer par mieux comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir en parler. Donc c'est pour ça, je pense qu'on va y passer. Tu vas nous montrer quoi par exemple, la population, si on veut parler de population... Si on dit démographie, déjà, c'est clair pour tout le monde de quoi on parle? Oui, voilà. L'étude de la population. Voilà, c'est ça. Tout simplement, voilà. Où est-ce que ça va s'arrêter? Manifestement, ça ne peut pas continuer éternellement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de... Et bien finalement, elle est en train de s'aplatir. Et donc cette population mondiale, elle n'est pas en train d'exploser, elle est en train de se stabiliser et elle va continuer. Ça, c'est la partie donc, démographie. Tu as probablement d'autres chiffres à nous montrer par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que dans ton livre, il y a cette partie démographie en chiffres, mais il y a aussi toute une partie sur des textes, des personnes qui ont marqué l'opinion publique et nous ont influencé sur notre manière de lire ces chiffres. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est un débat qui date d'il y a longtemps. Platon disait déjà qu'il y avait trop de monde à Athènes et que du coup il n'y avait plus de forêt autour et qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est quelque chose qui date. Tous les pays ont eu généralement cette idée de se dire plus on a de gens, plus on est puissant, plus on a de gens pour les armées, plus on a de taxes, etc. Et donc on va essayer d'être le plus nombreux possible. Et à l'inverse, cette limite des ressources. Les grandes personnes qui ont marqué ce débat, alors on parle toujours de Malthus,
Malthus, il est très intéressant. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment inventé ce débat qui existait à son époque, justement, sur la limite des ressources alimentaires. Par contre, il en a tiré une conclusion politique, qui est que si une partie de la population est à la limite de la survie, et ben en fait, qu'ils soient plus ou moins, ils seront toujours à la limite de la survie. Et si, du coup, on aide les pauvres de son époque, et ben en fait, il y aura plus de pauvres, et ils seront tout aussi pauvres. Et ça, alors, c'est quelque chose de politique qui est vrai à l'époque de Malthus, parce que c'est dans un monde très inégalitaire, mais un monde aussi qui est très peu productif, où 90% des gens travaillent à de l'agriculture de survie. C'est aussi un monde où il y a peu de contrôle des naissances. Il y a certaines normes sociales, mais il y a peu de contraception, etc. Et c'est politiquement quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aider les gens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a influencé le conservatisme social pendant tout le 19e siècle. Aujourd'hui, on parle beaucoup là-dessus, alors on dit de malthusianisme, en fait c'est moins Malthus, c'est un peu des gens comme Paul Ehrlich, par exemple, qui avait écrit en 1968 La Bombe P. Alors La Bombe P, c'est un des grands best-sellers de l'écologie, hein, c'est des dizaines de millions d'exemplaires, qui dit on n'aura pas assez pour nourrir tout le monde, et donc il faut laisser les gens crever de faim ou les stériliser de force, etc. Et donc ça, c'est quelque chose c'est un courant qui est arrivé au début de cette prise de conscience écologique qu'il y a eu dans les années 60 à 70 et qui a beaucoup influencé le mouvement écologiste à cette époque. Oh, donc on parlait Ehrlich, il y a Meadows aussi. Il y a Meadows, tout à fait. Alors, si vous avez entendu parler du rapport Meadows et limites à la croissance, etc., c'est un des grands ouvrages fondateurs aussi de l'écologie, 1972. Ils avaient été aussi très influencés par ça, et donc dans leur livre, ils disent les grands problèmes, c'est la croissance de la population et la croissance de la consommation. Et ils mettent bien les deux en même temps, et ils disent que c'est la multiplication des deux. Alors, ils n'arrivent pas, quand on regarde un peu plus en détail, il y a des choses à dire sur leurs calculs, on va y revenir. Donc là, on vient de poser quelques chiffres déjà sur la partie démographie, et le titre de ton livre, c'est finalement aussi de faire ce lien entre population, surpopulation peut-être, et crise écologique. À quel point la population et sa croissance, du coup, telle qu'on la voit, est un facteur de la crise écologique ? Alors, très vaste question sur laquelle on n'a pas de réponse absolue, parce que forcément, la population est un facteur, et dans un monde où on est plus, toute chose égale par ailleurs, on pollue plus. Évidemment, le monde n'est jamais toute chose égale par ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé dans un monde avec un peu moins de personnes ? Compliqué. Alors, moi, j'aime bien réfléchir là-dessus en faisant des expériences de pensée, en prenant des... Vous avez peut-être vu ces équations de Kaya, équations IPAT, qui sont très utilisées dans la vulgarisation. Si vous suivez des gens comme Jean Covici, Gaël Giraud ou autres, ils en parlent constamment, qui font des divisions entre des pollutions et des nombres de personnes. Et à chaque fois, la population est un facteur multiplicateur. Et donc on se dit, si on est 2 fois plus, on pollue 2 fois plus. Qu'est-ce qui se passe vraiment si on est 2 fois plus ou si on est 2 fois moins ? Alors si on est 2 fois moins, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu. Il y a ce film, qui n'est pas un excellent film, mais qui est un des nombreux films qui aborde ce sujet, où on a un grand méchant, qui est Thanos, et qui, pour sauver la Terre, dit on va supprimer une personne sur 2. Et donc il claque des doigts et les gens disparaissent. C'est pas le seul à avoir eu ce genre d'idée. Attendez, je vous sors, hop, voilà. Il y a eu d'autres gens. Quand on demandait au commandant Cousteau ce qu'il ferait pour l'environnement s'il avait une baguette magique, il dirait faudrait qu'on soit 10 fois moins sur Terre. Et donc je ferai disparaître 90% des gens. Et pourquoi 10 fois moins ? Parce qu'il avait calculé le niveau de vie de l'Américain moyen. Et il avait dit il faudrait qu'on vive tous comme ça. Et donc on fait une division entre la neutralité carbone et les émissions de l'Américain moyen. On arrive à ça. Donc on voit déjà, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on doit tous vivre comme l'Américain moyen des années 80 ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très courant. Qu'est-ce qui se passe si on est 2 fois moins ? Déjà, il va y avoir... attendez, je ne suis pas sur la bonne faute. Excusez-moi. Je vous remets ça. Il va se passer des choses compliquées. Déjà, il va y avoir moins... Où est-ce que je suis ?
C'est parti, c'est pas grave. Déjà, on va pas être toutes choses égales par ailleurs. On va être dans un monde où on aura un équilibre d'offre-demande sur certaines choses, notamment... Juste une chose, quand tu dis toutes choses égales par ailleurs, cette idée de dire on ne peut pas prendre un facteur et faire comme si les autres n'existaient pas. Voilà, c'est un raisonnement qu'on aime bien avoir. On dit si on était 2 fois moins toutes choses égales par ailleurs, la réalité c'est qu'en pratique les choses ne sont jamais toutes choses égales par ailleurs et que l'histoire de l'humanité c'est une longue suite de choses qui ne sont pas égales par ailleurs. Donc ça peut aider à réfléchir et ça donne aussi des idées d'inertie qui existent vraiment, mais plus on est à long terme, plus on a des changements importants et moins c'est vrai. Donc on va avoir des changements économiques où on ne va pas forcément fermer du jour au lendemain la moitié des puits de pétrole. Au contraire, on va se dire, est-ce que tout d'un coup ça va être moins cher et est-ce qu'on va tous aller en week-end à Ibiza? On va être dans un monde moins dense et donc qui peut être moins efficace. La densité, c'est un facteur qui change énormément de choses sur l'urbanisme, les chaînes logistiques, etc. On va être dans un monde où il y aura peut-être un rebond de la population, où il y aura sans doute un rebond de la consommation. Et on est dans un monde où politiquement rien n'a changé. On est dans un monde où il y a toujours des riches et des pauvres, des gens qui sont les gagnants de la crise écologique et d'autres les perdants. On est dans un monde où c'est difficile, on a du mal à coopérer entre États, entre individus. On est dans un monde où il y a toujours une culture consumériste. Et donc, en fait, finalement, qu'on soit 2 fois moins, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pas tant que ça. Ça changera quelque chose, mais on sera loin d'avoir, en particulier à long terme, 2 fois moins de pollution. Quand tu dis ça et que tu parlais aussi de l'exemple de l'Américain moyen des années 80, il a changé ou pas l'Américain moyen dans ses émissions? Il a augmenté. Ok. Mais c'est intéressant pour voir les différences. Entre l'Américain et l'Européen moyen, par exemple, pour des niveaux de vie et de technologie très proches, on est du simple au double sur à peu près toutes les pollutions. Ok. Donc on pourrait s'interroger sur ceux qui, je ne sais pas si on peut lire comme ça, dépensent l'énergie, l'émission, etc. Ceux qui en payent le prix. C'est pas forcément les mêmes, non? Alors, c'est un des grands enjeux de cette question, et c'est pourquoi justement toutes ces questions de population sont un peu compliquées. C'est que quand on parle des 8 milliards d'habitants, on compte pour à la fois le milliardaire américain et à la fois l'Indien d'Amazonie. Alors qu'évidemment, ils n'ont absolument rien à voir. Quand on calcule sur les émissions, qu'on répartit les émissions liées à la consommation, on se rend compte que les 10% les plus riches sont à peu près la moitié. Alors soyons clairs, je pense que la plupart des gens dans cette salle sont dans les 10% les plus riches au monde. Et que, à l'inverse, les plus pauvres ont très peu. Et donc ce sujet de la population et ces équations, comme on l'a vu, dire on est 2 fois plus, qu'est-ce que ça change si finalement il y a 2 fois plus de gens qui sont tout en bas dans les plus pauvres? C'est pas eux qui changent, ou 2 fois moins. Donc, évidemment, cet enjeu est embêtant et on a constamment cette question des moyennes. Alors moi, j'aime bien cette anecdote que les gens aiment bien là-dessus. C'est que quand Bill Gates entre dans un bar, en moyenne, tous les clients sont milliardaires. Si Bill Gates était dans la salle, en moyenne, on serait tous milliardaires. Qu'est-ce que ça nous dit sur votre richesse à nous? Absolument rien. Et donc, constamment, quand on parle de cette population, on agrège des situations qui n'ont absolument rien à voir. Donc, je reviens à cette histoire de Malthus, etc. Donc, Malthus, en gros, ce qu'il dit, c'est il ne faut pas qu'il y ait... En gros, s'il y a trop de pauvres, s'il y a trop de monde, au moins les pauvres entre eux, à force, ils vont mourir de faim et ils se limiteront. C'est ça que ça veut dire? Alors, le raisonnement de Malthus, c'est que... J'utilise exprès des termes qui sont un peu moches, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'à l'intérieur du bouquin, ça remet en perspective, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, des trucs qui sont passés en vrai, et qu'on connaît pas ou qu'on a oublié, et qui sont incroyables. Voilà, en tout cas pour moi. On l'a. Il y a ce genre de mécanisme, et donc oui, si par exemple les gens meurent de faim, il y en aura moins. Si il y en aura moins, et donc ça libérera des ressources. Donc il faut les laisser mourir de faim. Ça peut être une des conclusions, et que si à l'inverse, par exemple, on a un progrès de productivité agricole, on va nourrir plus de personnes. Il y a plus de gens qui vont survivre, et donc ces gens qui vont survivre vont manger le surplus. Et donc à l'arrivée, ça va s'équilibrer au point où
on est entre les gens sont à la limite entre la survie et la mort. Et c'est vrai que la majorité de l'histoire de l'humanité a été comme ça. Dieu merci, on n'est plus là-dedans, mais du coup, ça dit aussi que ce genre de raisonnement n'est plus forcément valide. Alors, on n'est plus là-dedans. Il n'empêche qu'il y a plein de choses aussi qui ont été testées, des choses avec un certain nombre de dérives, pour justement limiter le nombre d'enfants. Et c'est rarement sur, on va dire, Bill Gates que ça tombe. Oui, alors on a toute cette question de si on veut, alors la solution Thanos en pratique, on ne peut pas claquer des doigts pour supprimer des gens. Globalement, on essaye de ne pas supprimer des gens, et donc s'il y a un moyen pas trop abusif de limiter la population, c'est de limiter les naissances. Et donc il y a tout un historique là-dessus du contrôle des naissances. Alors vous connaissez sans doute l'une des politiques les plus célèbres qui est l'enfant unique en Chine. Mais en fait, il y a eu beaucoup de politiques là-dessus, pour plein de raisons, dans plein de pays. Et pas que des politiques, des normes sociales. Par exemple, cette norme sociale qu'on a en Europe de ne pas se marier avant d'avoir des moyens de nourrir un foyer, de ne pas avoir d'enfants avant. Et en fait, c'est exactement une réponse à cette contrainte de ne pas avoir trop de personnes et de ne pas pouvoir les nourrir. Donc on a cette limite, et dans les moments où on manque de nourriture, les gens ont moins d'enfants, et à l'inverse, quand il y en a beaucoup, ils peuvent avoir plus d'enfants et repeupler. Donc on a tous ces mécanismes-là, et aujourd'hui, donc la tentation qui est dans des livres comme La bombe P, qu'on avait montré un peu avant, c'est de se dire, la population étant un facteur de la crise écologique, on va la réduire. Et donc on va la réduire. Ce que proposait Ehrlich, c'était soit dans les pays pauvres de les laisser mourir de faim, parce que de toute façon ils n'auraient pas assez. Alors, il se trouve qu'il y a eu la révolution verte et qu'il n'y a pas eu de famine de masse. Et qu'au contraire, quand on creuse l'histoire des famines, c'est là encore quelque chose de très intéressant, on se rend compte que la plupart des famines, depuis 100 ou 200 ans, il y a largement de quoi nourrir tout le monde. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Et donc ces famines, finalement, sont moins des questions de manque de ressources que de répartition des ressources et des moyens de s'en procurer. Dans le contrôle des naissances, alors tu avais parlé de l'enfant unique, tu parlais de l'enfant unique en Chine, mais il y en a aussi plein d'autres qu'on connaît un petit peu moins. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner ? Oui, alors si on prend l'autre grand pays peuplé du monde, c'est l'Inde. L'Inde, alors, on va faire un petit point démographie. Cette année, alors, à quelques mois près, la population indienne va passer devant la population chinoise. Parce que la population chinoise a continué à augmenter, mais il y a un enfant unique depuis 40 ans, depuis les années 80. Alors quand on dit enfant unique en Chine, cet enfant unique c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme. Il y a eu beaucoup d'exceptions, il y a eu beaucoup de tolérance, et aujourd'hui ils se sont rendus compte que ça avait descendu un peu et que ça ne voulait plus remonter, et donc ils sont revenus dessus. Et ça ne veut plus remonter. Ça ne veut plus remonter non pas parce que c'était des règles, mais en fait parce qu'aujourd'hui, c'est cher d'avoir un enfant, l'immobilier, l'éducation, les contraintes de travail. La Chine est un pays qui n'a plus grand-chose à voir avec la Chine d'il y a 40 ans. Et donc l'Inde a mis plus de temps à se développer. L'Inde aujourd'hui a fini ce qu'on appelle sa transition démographique. Alors sa transition démographique, c'est ce phénomène où on passe d'un système où on a beaucoup de morts, beaucoup de naissances. Donc on prend par exemple la France il y a 200, il y a 300 ans. Les familles avaient 5 ou 6 enfants, mais la moitié n'atteignait pas l'âge adulte. Et donc pour avoir un équilibre de la population et pouvoir résister aux aléas qui étaient nombreux, type famine, guerre, épidémie, etc., les gens avaient pas mal d'enfants et ça fluctuait fortement. Et puis il s'est passé des progrès d'alimentation, notamment l'arrivée de la pomme de terre qui a éliminé la plupart des famines en Europe, des progrès d'hygiène, des débuts de la médecine, et ça a fait que la mortalité a chuté. Et donc quand la mortalité chute et que la natalité reste la même, la population augmente. Et donc ce phénomène, qui met un peu de temps à ce que la natalité descende, on appelle ça la transition démographique. Une petite courbe de ce que ça donne. Donc l'Inde aujourd'hui, la Chine est très loin. La plupart des pays riches en fait sont au bout de leur transition démographique. C'est 70% de la population mondiale qui est à peu près fini. L'Inde aujourd'hui a 2 enfants par femme. Donc l'Inde va se stabiliser à terme, mais ne se stabilise pas tout de suite.
Les pays qui n'ont pas fini leur transition démographique, c'est les pays les plus pauvres du monde. C'est pas un hasard, hein, parce que ce processus de transition, c'est du développement, c'est de la stabilité, c'est des politiques publiques, etc. C'est principalement l'Afrique intertropicale. Voilà. Donc je reviens sur l'Inde et les politiques de contrôle des naissances. Il y a eu plein, et il y en a encore, de politiques en Inde qui ont été moins strictes qu'en Chine, mais où il y a quand même eu un certain nombre de stérilisations forcées, ou de gens qu'on prend dans un hôpital, on leur fait signer quelque chose qu'ils ne savent pas lire, et à l'arrivée, ils ressortent et ils ont été stérilisés. Il y a un certain nombre d'avantages pour les gens qui ont moins d'enfants. Par exemple, vous ne pouvez pas être fonctionnaire si vous avez plus de 2 enfants, ce genre de choses. Et ça, c'est des règles qui existent toujours, qui ont été assez variées en Inde, parce que c'est souvent les États qui ont appliqué ça, et donc de manière très différente. Et c'est des règles qui, alors au début, a porté sur les hommes, puis très vite, ça a porté principalement sur les femmes. C'est quelque chose qui revient toujours sur ce sujet. C'est que, tout comme la pression à avoir des enfants porte sur les femmes, et la pression à ne pas avoir d'enfants porte aussi naturellement sur les femmes. En Inde, elle a porté sur les religions minoritaires, sur les musulmans en particulier. Elle porte sur les castes inférieures, etc. C'est toujours quelque chose qui arrive. En France, il se trouve qu'il y a eu des campagnes de stérilisation forcée à La Réunion. Parce que on avait peur des populations d'origine plus indienne ou africaine. Et donc, dans les années 60-70, il y a eu des cliniques qui, pareil, faisaient des stérilisations sans vraiment un accord. Oui, je crois que tu disais avec un consentement non libre ou non éclairé. Je ne sais plus comment tu le dis dans ton livre. Oui, non éclairé, oui, voilà. Je te dis, mais je ne te dis pas trop. Donc, Et il y a des endroits où ça a été fait de manière beaucoup plus industrielle. Aux États-Unis, il y a à peu près un tiers des femmes à Porto Rico qui ont été stérilisées de force. Oui, donc eux, il n'y a pas de consentement tout court. Ils ont passé le... D'accord. Voilà. Toujours pour continuer dans cette idée de contrôle des naissances et comprendre ce que ça veut dire, on va revenir sur l'Inde. Tu prends 2 exemples en Inde, 2 territoires différents, un territoire un peu plus pauvre où là, ils sont allés plutôt sur le contrôle des naissances, et un territoire un peu plus riche qui est le Kerala, de mémoire, sur lequel tu expliques que finalement, il n'y a pas besoin de contrôle de naissance pour justement arriver à cette transition démographique et que c'est un ensemble de facteurs qui va permettre de le faire et des facteurs qui évitent justement de stériliser des gens. C'est ça ? Tout à fait. Il y a plein de manières différentes. Effectivement, le déroulement harmonieux, on peut dire, de la transition démographique, c'est que les gens ont moins besoin d'avoir d'enfants, moins envie d'avoir d'enfants, parce qu'il y a, en particulier, quand ils s'urbanisent, quand ils s'enrichissent, quand ils prennent des métiers hors de la terre, ça change certaines logiques. Je trouve qu'un enfant à la campagne, c'est des bras en plus. Un enfant en ville, c'est plus une bouche en plus. Donc ça change beaucoup les choses. Et donc, on prend les exemples là-dessus. Le Kerala en Inde, donc c'était un État qui a été très largement communiste et qui a eu très vite un bon système d'éducation, un bon système de santé, une assurance sociale, parce que les enfants, ça peut être aussi une assurance, en particulier une assurance vieillesse. Et donc, tous ces facteurs-là ont fait que la transition démographique au Kerala a été très rapide, et beaucoup plus rapide que des pays qui étaient plus riches, mais qui n'avaient pas tout ça. Et si on prend à l'inverse, alors un État pauvre du nord de l'Inde, qui est l'Uttar Pradesh, il n'y a pas eu tout ça, il n'y a pas eu ce développement. Et aujourd'hui, ils en sont encore à se battre sur quelles mesures quelles mesures autoritaires on va mettre pour réduire les naissances. Et en pratique, c'est quelque chose qui est instrumentalisé pour pointer les musulmans, parce que quand tout ça, c'est des questions de développement, c'est aussi ça se retrouve aussi dans les différentes classes sociales, dans les différentes religions, qui n'ont pas toutes le même statut, la même richesse, et donc ça porte toujours sur les plus pauvres. Et on en revient un peu à ces raisonnements malthusiens où on fait porter le poids de ces efforts aux plus pauvres. Donc si je te suis, parce que tu évoquais le fait qu'il y a une partie donc, de la population dans le monde qui n'a pas fait encore sa transition démographique. Ces pays-là, qui sont généralement donc les plus pauvres, généralement aussi ceux qui vont peut-être payer le prix plus rapidement des problématiques écologiques, etc. C'est ça ? Alors c'est ça. Hein, c'est l'injustice de ce sujet, c'est que quand des gens disent, ce qui est courant, vous avez des Nicolas Sarkozy par exemple, qui va vous dire à chaque occasion que le grand problème de l'écologie, c'est la natalité en Afrique. Bon, alors la natalité en Afrique, si on prend ce graphe, les pays à forte natalité, ils sont tous tout en bas.
Alors, nuance, on parle de climat. Donc le climat, c'est un mécanisme global où, globalement, c'est les pays riches qui sabotent le climat de l'ensemble de l'humanité, et en particulier de celui des pays pauvres, qui ont deux malchances. D'une part, ils sont aux tropiques, et donc ils sont les plus exposés géographiquement, et d'autre part, ils ont le moins de moyens de s'adapter. Évidemment, c'est un rapport de force. Si c'était l'Afrique qui détruisait le climat de l'Europe, ça ferait longtemps que cette affaire serait réglée. Voilà. Mais ces pays sont aussi les plus fragiles, donc géographiquement, et donc c'est, je trouve, un très bon sujet pour détourner les yeux de cette injustice du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui est un très bon sujet de dire? C'est de la faute de la surpopulation? Oui, voilà. Ouais. Et de détourner le regard sur ses responsabilités, et c'est utilisé comme ça. Du coup, pour les personnes qui ont peur de cette surpopulation, qui disent de toute façon on va être trop, voilà. Du coup, si je suis ta logique et par rapport à l'exemple que tu donnais en Inde, ça voudrait dire qu'en fait, plutôt que de contrôler les naissances et de se dire on va donc, solution Thanos, diviser par 2 tous les pauvres, comme ça ce serait quand même plus pratique, a priori, si plutôt ils ont les moyens de leur développement, ça va accélérer la transition démographique et donc limiter le nombre de naissances. Tout à fait. Après, évidemment, le paradoxe de cette histoire, c'est que plus de développement, c'est plus de pollution. Et donc, si vous voulez vraiment dire on veut limiter la pollution en Afrique, vous devez limiter les naissances de manière autoritaire plutôt que par du développement. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles, si vous ne voulez pas faire ça, je pense que pas grand monde veut faire ça, il ne faut pas attendre de miracle de mesures démographiques, parce que ça sera rattrapé par du développement économique. Ok, non mais même si, partons du principe que du coup il y a plein de populations qui donc font leur transition démographique, connaissent un développement plus rapide, etc., notamment dans ces pays que tu évoquais d'Afrique, va quand même falloir faire un effort, nous. Parce qu'on ne va pas pouvoir dire c'est que de la faute des nouveaux qui arrivent et qui... voilà. Évidemment. Et évidemment de beaucoup de points de vue. C'est-à-dire que si on considère par exemple que chaque être humain doit avoir une part équivalente du gâteau écologique, aujourd'hui on se rend compte que les gens des pays riches ont beaucoup plus mangé que leur part, et ils l'ont depuis longtemps. Donc ils ont un gros passif là-dessus, alors qu'à l'inverse, les gens des pays pauvres n'ont pas leur part. Et donc, plutôt que de regarder cette croissance des émissions des pays pauvres, on devrait faire encore plus pour leur laisser la place pour se développer. Le raisonnement juste, c'est ça. Est-ce qu'il y a une population maximum pour la Terre? Oui ou non? Alors, ça dépend ce qu'on compte. Je veux juste revenir sur ce terme de surpopulation que tu as employé un peu avant, parce que je l'aime pas trop. Bon, beaucoup de gens l'aiment pas trop, parce que, évidemment, dedans, il y a la réponse. Et il y a souvent cette idée de dire la surpopulation est un problème écologique. Mais la surpopulation n'est jamais un problème écologique en soi. La population est un problème écologique en tant que facteur de la crise écologique, mais tout comme plein de choses, tout comme le système économique, tout comme notre culture, tout comme notre technologie, etc. Et donc, considérer la population comme un facteur principal, ce que font certaines personnes. Il y a tout un débat là-dessus, par exemple sur comment on compte les atteintes à la biodiversité. Vous avez des gens comme le biologiste Edward Wilson qui disait population est un des grands facteurs. Mais d'autres, alors c'est ce que dit l'IPBES dans son rapport, donc qui est le GIEC de la biodiversité, c'est que la population est un facteur secondaire. Et les facteurs primaires de dégradation de la biodiversité, c'est quoi? C'est ce qui vraiment est une atteinte à la biodiversité, c'est la destruction des milieux naturels, c'est le réchauffement climatique, c'est les espèces invasives, c'est la pêche, la surpêche, la chasse, c'est les polluants, etc. Et donc ce sont des causes directes vraiment et des causes indirectes. Et donc c'est intéressant de faire le lien, de faire la séparation entre les deux, parce que sinon on met un peu tout dans le même sac. Et on considère la population comme un problème direct, alors qu'elle n'est pas. Et donc, je reviens à ta question après ce détour sur la surpopulation. Est-ce qu'on est trop sur Terre? Trop sur pourquoi? Ce que voulait le commandant Cousteau, c'était qu'on vive tous comme des Américains moyens, avec le même mode de vie, la même technologie, les mêmes émissions, etc. Et donc, il en a fait le calcul. À chaque fois que des gens font un calcul de personnes maximales sur Terre, en fait, ils répondent à plein de questions là-dedans,
qui est comment est-ce qu'on doit vivre, comment est-ce que ça doit être partagé. Ça dit beaucoup de choses après sur quelle est la société. Est-ce que c'est une société égalitaire, qui décide, comment est-ce que tout le monde vit pareil, etc. Quel est le niveau de technologie, quels sont les systèmes sociaux qui vont avec. Et donc à partir du moment où on est prêt à répondre à ça, on peut avoir une idée, mais qui est très vague, parce que c'est une idée à l'instant T. Est-ce que je sais vraiment à quoi ressemblera un monde soutenable dans 100 ans ? Pas vraiment. On a quelques idées. Par exemple, il va falloir arrêter de brûler des combustibles fossiles. Ça, c'est assez clair. Il va falloir arrêter de détruire la biodiversité. Donc on a des idées générales. Mais après, donc quand vous creusez, vous allez avoir des réponses qui vont aller de quelques millions d'individus. Parce que pour certaines personnes, un monde soutenable, c'est un monde très 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 naturel, et donc ce qu'ils estiment soutenable, c'est de revenir à l'époque des hommes préhistoriques en gros. Et il y en a d'autres qui disent les limites c'est quoi? C'est la quantité d'énergie que la Terre reçoit du Soleil ou la capacité de dissipation de chaleur de la planète, et donc on peut faire vivre des milliers de milliards de personnes. Il faut qu'on soit très efficace, mais on peut aller jusque là. Donc voilà, vous avez tout cet échantillon. Il y a eu des centaines de réponses différentes à combien on peut être sur Terre. Et à chaque fois, en fait, il faut déplier toutes les hypothèses des auteurs, qui sont en fait des hypothèses politiques, où chacun projette ce qu'il voit comme un monde soutenable, idéal. Il considère généralement que tout le monde veut le même. Et il en tire un chiffre. Toi, tu fais lien avec l'alimentation. Alors, s'il y a un sujet qui n'a pas changé depuis Malthus, c'est que on a toujours besoin de 2000-3000 calories par jour, d'un peu de protéines, de vitamines, etc. Et ça, ça reste une des limites dures. Et ça, c'est une des grandes inquiétudes du sujet. Vous aviez vu la couverture de la bombe P, c'est quelque chose d'abominable. Pendant que vous lisez ces mots, 4 personnes seront mortes de faim, la plupart des enfants. Et c'est une des grandes questions du sujet. Et donc on en revient à cette question des famines. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim ? Aujourd'hui, les gens meurent de faim parce que la nourriture va ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, il y a des émeutes de la faim en Afrique parce que c'est plus rentable de vendre les céréales qu'on produit en Europe à nos éleveurs de volailles ou de porcs que de les vendre aux pauvres en Afrique. C'est 60% des céréales produites en Europe qui vont au bétail. Et donc, quand on le passe en bétail, ça diminue entre 5 et 10 l'efficacité. Donc, aujourd'hui, c'est d'abord une question économique. À terme aussi. Alors, c'est sûr, c'est plus difficile, toutes choses égales par ailleurs, encore une fois, de nourrir 10 milliards de personnes que 8 milliards. Mais dans un monde où on est prêt à nourrir 8 milliards de personnes, parce que, par exemple, on considère que personne ne doit mourir de faim, en fait, on sait très bien nourrir 10 milliards de personnes. Il faut produire un peu plus, il faut gaspiller moins, il faut manger un peu moins de viande. Aujourd'hui, rien qu'avec ces axes-là, on le fait. Et on le fait, et on est capable de le faire de manière soutenable, qui est une des grandes questions. L'agriculture est un des gros sujets écologiques. Parce que quand on sort du climat, le principal problème pour la biodiversité, c'est l'utilisation des sols par l'agriculture, la chasse, la pêche. Les problèmes des terres, c'est l'agriculture. Les problèmes de pollution des eaux et des terres, c'est majoritairement l'agriculture. On a beaucoup de sujets de problèmes de forêt, utilisation des terres par l'agriculture. Donc tout ça, c'est un très très gros enjeu. Et on a des axes qui sont très différents. Celui qui sont très efficaces, un des plus intéressants, c'est manger moins de viande. Aujourd'hui, par exemple, les 3/4 des terres utilisées par l'humanité utilise à peu près la moitié de la surface terrestre émergée. Et là-dedans, les 3/4 de ces terres, elles sont utilisées pour faire de la viande. Soit par des prairies, soit par les céréales qu'on donne à des animaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça donne une expérience de pensée. Si demain l'humanité devient végétarienne, elle libère les 3/4 des terres qu'elle utilise. Et donc, du jour au lendemain, on n'a pas complètement résolu le problème de la biodiversité, mais on a fait la plus grande partie. Et donc là, on voit qu'on a quelque chose qui est très efficace, qui peut être fait vite. Alors en pratique,
Ça ne veut pas dire qu'il faut 100%, il faut aider les agriculteurs, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire derrière, mais c'est simple par rapport à d'autres choses, c'est pas cher par rapport à d'autres choses comme, je sais pas, comme par exemple subventionner l'essence de tous les Français de manière indiscriminée pour qu'ils ne subissent pas les évolutions du prix du carburant, hein, 40 milliards par an quand même. Enfin, à ce prix-là, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce grand levier. L'autre grand levier, c'est le gaspillage. On gaspille un peu plus de 30% de tout ce qu'on produit, tout au long de la chaîne, du début à la fin. Donc toutes ces choses-là, on a plein de moyens de nourrir l'humanité. Et donc on a plein de moyens de nourrir une humanité à 8 milliards, à 10 milliards. C'est plus simple quand on est un peu moins, mais les grandes questions restent les mêmes. Merci. Une question sur un chiffre qu'on voit apparaître assez souvent, c'est une histoire de un enfant. Un enfant, c'est 60 tonnes. Je vais le dire comme ça. Je te laisse l'expliquer. Alors, un enfant, c'est 60 tonnes. Il va vous expliquer. Vous avez peut-être vu passer ce graphique qui est célèbre, qui a été très repris par l'AFP, qui chiffre différents choix. Alors, c'est principalement des choix de consommation, plus le choix d'avoir un enfant. Et ça vous dit, alors c'est des ordres de grandeur qui sont pas déconnants, hein, que par exemple, abandonner la voiture à essence, ça vous fait économiser 2 tonnes de CO2 par an. Alors, là encore, pour avoir l'ordre de grandeur en tête, la consommation d'un Français moyen, c'est un peu moins de 10 tonnes par an. Et c'est la consommation, hein, ça prend pas en compte d'autres choses, mais ça donne un prisme sur notre impact. Et donc là, il y a un enfant en moins qui est à 60 tonnes et qui écrase de très très loin tout le reste. Et ça, donc ça a fait beaucoup de bruit. Vous avez ce genre de titres qui ont circulé, ce qu'on peut faire de pire pour le climat de très loin, c'est d'avoir un enfant. Et il faut revenir sur ce chiffre qui pose plein de problèmes, qui a été très fortement modéré par ses auteurs. Parce qu'il n'a pas été utilisé correctement ou parce qu'il y avait un petit côté, on en fait des gros titres en disant il n'y a rien de plus polluant qu'un enfant, un enfant c'est 60 tonnes d'émissions de CO2. Alors voilà, il y a ça, mais je pense même que les auteurs se sont un peu plantés et se sont pas rendus compte à quel point publier ce genre de chiffres qui aurait d'impact. Voilà. Et donc ce chiffre, il pose plein de questions. Alors comment on arrive à un chiffre aussi gros? Parce que si je vous dis que le Français moyen c'est 10 tonnes et donc 60 tonnes pour un enfant, ça fait les émissions de 6 personnes. Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est un calcul qui est à très 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 long terme. On compte toutes les émissions de toute votre descendance future, on additionne ça et on dit que vous en êtes responsable. Voilà. Donc de la manière dont va vivre mon arrière petit enfant. Tout à fait. Et ces futures vacances à Bali, voilà, elles sont là-dedans. Et donc effectivement, ça n'a rien à voir avec demain devenir végétarien. C'est un truc qui est très théorique et qui pose plein de questions embêtantes, qui déjà n'a rien à voir avec ces autres calculs. Alors c'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui sont allés mesurer, par exemple, votre voiture, combien il faut d'énergie pour la produire, après combien il faut quand ça roule, etc. Qui sont des émissions déjà mesurées réelles, c'est pas quelque chose de théorique, et qui sont des choses qui sont dans le passé proche, aujourd'hui ou dans le futur proche, qui participent au réchauffement actuel. Ce qui n'est pas le cas des émissions hypothétiques de vos arrière-petits-enfants hypothétiques. Il y a des hypothèses sur les émissions pour arriver à des chiffres aussi gros, mais donc ils ont été extrêmement pessimistes, ils ont considéré que les émissions par personne seraient les mêmes jusqu'à la fin des temps. On va avoir des petits problèmes, hein, du type, à un moment on n'aura quand même plus de pétrole, puis si on fait ça, à un moment la Terre sera plus habitable non plus, donc c'est embêtant. Mais pour éviter que ça fasse un chiffre infini, ils ont quand même considéré que l'humanité allait s'éteindre. Ah oui, parce que si vous avez une descendance qui continue jusqu'à la fin des temps à émettre autant chaque année, vous avez une somme infinie. Voilà, en termes de catégorie, vous avez vu, c'est pas un choix de consommation comme les autres. C'est quand même un petit peu embêtant de comparer les émissions de sa voiture avec avoir un enfant. En termes de responsabilité, est-ce que vous êtes vraiment responsable des émissions de vos arrières? Vaste débat. Il y a plein de définitions possibles de la responsabilité. Là, ils ont choisi ce qui est vraiment le truc maximaliste.
Voilà. Donc moi, j'ai cherché à faire d'autres calculs en partant de courbes d'émissions par âge. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les gens ne consomment pas autant en fonction de leur âge. Et il se trouve que les bébés, en fait, consomment peu. Et c'est les adultes qui consomment le plus. Donc ça, Consomme peu de... Donc là, on parle d'émissions de CO2. D'émissions de CO2, voilà. Et donc les émissions associées sont faibles. Et donc ça, c'est la courbe en noir tout en haut des émissions par âge aujourd'hui. Et ces émissions par âge, aujourd'hui, elles diminuent. Alors en France, on est autour de moins 2% par an. C'est pas du tout assez rapide, mais c'est mieux que rien. Pas du tout assez rapide pour par exemple, pour atteindre l'accord de Paris. Objectif de l'accord de Paris, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ça veut dire qu'on diminue nos émissions par personne d'à peu près 6% par an. Qui est la courbe bleu clair, du coup. Voilà, et donc là, c'est la courbe bleu clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez un enfant aujourd'hui et que vous considérez que chaque année, les émissions baissent de 2%? Et bien, en fait, ça écrase beaucoup la courbe. Et si vous considérez que les émissions baissent de 6% par an, ça écrase beaucoup, beaucoup la courbe. Et donc, vous vous rendez compte que cet enfant, accord de Paris compatible, et ben en fait, il va avoir une consommation autour de 1 tonne par an. Et ça, c'est intéressant parce que sur ce débat, on a toujours cette question de, on a fait des calculs sur un enfant moyen là-dessus. Mais évidemment, il n'y a pas d'enfant moyen et il n'y a pas du tout d'enfant moyen sur ce sujet. Parce que les gens qui renoncent à avoir des enfants pour des raisons écolo, c'est pas eux qui vont à Ibiza tous les week-ends. Et ils sont plutôt, alors, ordre de grandeur, j'ai dit, ils sont sur l'accord de Paris. Voilà. Et si vous avez fait votre bilan carbone, que vous avez réduit un certain nombre de choses, vous verrez, c'est possible d'être à peu près dans ces eaux-là. Je vais retenir cette phrase géniale quand même. Un enfant, accord de Paris compatible, ici je vais la replacer. Et donc ça vous dit que cet enfant, combien il va avoir d'émissions liées à sa consommation? Autour d'1 tonne par an. Voilà. Ça vous donne un ordre de grandeur qui vaut ce qu'il vaut. Ça ne répond pas à plein de questions, comme par exemple, en fait, les consommations de cet enfant, elles sortent du budget du ménage, qui aurait pu être utilisé d'une autre manière. Donc en pratique, on se rend compte que les familles avec des enfants consomment pas forcément, émettent pas forcément beaucoup plus que les autres. Mais ça, c'est très compliqué à mesurer, c'est le sujet de ma thèse. Donc peut-être que dans 3 ans, on en saura plus. Mais pour l'instant, on reste sur des émissions moyennes qui donnent un ordre de grandeur et on n'a pas beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, 1 tonne par an, en fait, on est très très loin d'écraser tout le reste. C'est pas négligeable, et je pense qu'il faut être conscient sur ce sujet que avoir un enfant ou être une vie, globalement, on n'aura jamais un impact complètement nul. Mais voilà, il peut avoir des ordres de grandeur très différents, et que c'est là qu'est la question. Tu fais le lien entre du coup faire ou non un enfant et la partie écologie. Il y a quand même, donc oui, là il y a l'histoire de l'empreinte carbone. Il y a aussi cette crainte, peut-être pour un certain nombre de parents ou de futurs parents, de l'avenir, en fait, tout simplement. Et ça aussi, c'est un vrai sujet qui est traité dans ton livre. C'est un très gros sujet. Alors, c'est un sujet où c'est plus difficile de faire des calculs, mais on peut quand même sortir des chiffres. Comme par exemple que à peu près 40% des jeunes aujourd'hui ont peur d'avoir des enfants pour des raisons écologiques. Et ils se posent globalement 2 questions. La première, on vient d'en parler, c'est quel est l'impact écologique d'un enfant ? Et donc, malheureusement, il y a ces chiffres un peu idiots qui circulent. Je pense que la bonne réponse, c'est que l'impact écologique d'un enfant, il peut être limité, mais ça va dépendre de comment il vit, comment il consomme, dans quelle société, etc. Et donc ça, en tant que parent, on a des cartes en main. L'autre question qui est plus compliquée, c'est dans quel monde ils vont vivre. Et alors, c'est très intéressant et c'est lié à ce dont on parle un peu partout dans le livre, qui est de politique, parce que on a toujours eu, l'humanité a toujours eu des craintes pour le futur. Par exemple, les craintes, je sais pas, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques générations, d'apocalypse nucléaire, de pandémie, etc. Craintes qui existent, risques qui existent toujours. Aujourd'hui, on a cette crainte sur l'écologie qui est, je dirais, de nature un petit peu différente, parce que contrairement aux autres, on a cette sensation que on est en train de foncer vers le mur et qu'on n'arrive pas à freiner. Et que cette course est extrêmement bien documentée. Ce qu'il faudrait faire, on le sait très très bien, et on ne le fait pas du tout.
c'est pas exactement la même chose que du coup la peur de l'apocalypse nucléaire ou autre. On a plus l'impression d'être dans un train fou qui s'arrête pas. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas de mur. Et peut-être que cette métaphore du mur, elle n'est pas si bonne que ça, parce qu'en pratique, sur les sujets écologiques, il n'y a pas de mur. On est plutôt dans on va dire, un continuum de merde. Et on est de plus en plus profond. Et on s'enfonce peu à peu. Et plus on s'enfonce, plus c'est désagréable et plus c'est dur d'en sortir. Et s'il y avait un mur, ça serait peut-être plus simple. Parce qu'on dirait, il y a un mur et il faut s'arrêter là. Mais en fait, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on a cette crainte-là. Et cette crainte-là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une pure crainte sur le constat, mais que c'est une crainte sur la question politique. Et donc, on revient à ces enjeux qui sont partout dans ce débat. On va revenir sur d'autres œuvres dont on n'a pas encore parlé, de littérature malthusienne et autres. C'est que cet enjeu et comment on y répond sont fondamentaux. Je vais du coup réintroduire ce livre dont vous avez peut-être entendu par le titre, qui est La tragédie des biens communs, qui est un article. C'est un terme qui est devenu assez courant en sciences politiques pour signifier des situations où on a un bien commun qui est partagé et forcément les gens vont être incités à en abuser. Et ça, c'était un des autres grands textes justement de la crainte sur la population dans les années 70, qui a été proposé par le biologiste Garrett Hardin, et qui disait, en fait, l'écologie est un bien commun, et faire un enfant, c'est abuser d'un bien commun. Et donc, il faut contrôler la natalité. Et en fait, alors, la plupart des gens qui citent ce terme ne savent pas qu'en fait, c'était un pamphlet pour le contrôle des naissances, mais c'était ça. Et donc, il y a cette vision de tragédie qui est que quand on a ces problèmes de coopération complexes, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que quand on regarde notre problème de l'écologie, c'est une tragédie. Voilà, on sait ce qui se passe, on sait où on va, et on sait que ça ne va pas bien se passer. Et pourtant, quand on creuse toutes ces questions de coopération et de compétition et de bien commun, on se rend compte en fait qu'il y a plein de réponses. Et que, en particulier, quand on regarde toutes les sociétés primitives, avec plein de guillemets à ce terme, elles ont plein de mécanismes pour répondre à ça. Donc, il y a eu plein de travaux là-dessus en économie, il y a eu même un prix Nobel il y a eu quelques années là-dessus, sur comment on répond à des biens communs et comment on coopère. Et donc on voit que cette vision du monde, sur est-ce que c'est une tragédie et est-ce qu'on peut coopérer et s'entendre, elle va changer beaucoup de choses. Parce que quand on tire les fils de la pensée de Garrett Hardin, il considère que c'est une tragédie, qu'on ne va rien faire, et donc qu'il faut soit que les forts imposent aux faibles, et qu'ils leur fassent porter le poids des efforts. Donc lui, il appelait ça l'éthique du bateau de sauvetage. Il disait, les riches sont sur un bateau et les pauvres essayent d'y monter, mais s'ils y montent, ça sera trop lourd et le bateau va couler. Et donc, il faut pousser les pauvres à l'eau. Donc ça, c'est la question du développement. Ou, à l'inverse, on peut se dire qu'on va coopérer et qu'on va réussir à faire quelque chose. Mais quand on tire cette question politique de tragédie, on se dit aussi il faut se défendre, il faut être chez soi, il faut défendre contre les gens qui viennent utiliser vos ressources. Et c'est un monde qui est non coopératif et c'est un monde où tout le monde va se taper dessus à un moment. Mais c'est une vision qui existe dans l'écologie. Et alors je pense qu'on a historiquement cette vision qu'en France, l'écologie est un truc un peu de gauche où on essaye de partager. Et c'est le cas des mouvements militants, mais il y a toute une écologie d'extrême droite qui tire cette inspiration de ça et qui se dit, dans ce monde, il va falloir se battre et défendre ce qu'on a. Et forcément, c'est un monde où on ne coopère pas, et c'est un monde qui va mal finir, et c'est un monde où tous ces rapports de force, dont on avait parlé, parce que, désolé, parce que je voulais faire, cette inégalité écologique, c'est un rapport de force, où tous ces rapports de force, ils vont se durcir. Et est-ce que c'est le monde vers lequel on va aller ? Je ne sais pas, mais c'est possible. Après, tu évoques aussi, parce que là, on est en train de parler aussi des migrations en lien avec les problématiques écologiques qui arriveront. Tu évoques le fait, j'ai plus le chiffre en tête, que finalement, la plupart des migrations, elles seront dans un même pays. Alors, c'est possible. On a ce sujet qui est lié.
et dont on voit qu'il tient à cette même vision justement non coopérative, où on se défend, où chacun défend son territoire, que le migrant c'est une menace qui vient vous prendre vos ressources. On se dit qu'est-ce qui va se passer avec les potentielles migrations écologiques? Alors, c'est très difficile à dire. Aujourd'hui, on sait que... il n'y a pas tant que ça de migration, et la plupart des migrations, en particulier des migrations écologiques, sont très proches. Pourquoi? Parce que la plupart des gens parce que migrer, ça coûte cher. Et donc les gens qui migrent loin, ils sont riches. Et donc, par exemple, les gens qui viennent d'Afrique et qui vont en Europe, c'est plutôt les classes moyennes, voire moyennes supérieures. Les gens les plus pauvres, ils vont dans le bidonville de la ville d'à côté, ou dans le camp de réfugiés de la province d'à côté, ou du pays d'à côté. Et pour les migrations écologiques, à chaque fois qu'il y a des catastrophes, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les gens perdent leur maison, leurs troupeaux, etc. Ils vont le plus proche possible, et dès qu'ils peuvent, ils reviennent. Et donc il y a cette question, qu'est-ce qui va se passer à long terme? Est-ce que ça va continuer comme ça, ou est-ce que ça va augmenter parce que y a des zones qui vont devenir de moins en moins vivables? La question est ouverte. Je pense qu'il faut éviter les messages catastrophistes là-dessus, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, là encore, cette question de responsabilité, qui est qu'aujourd'hui, la responsabilité de ces catastrophes, elle est dans les pays riches. Et donc, pour moi, il y a une responsabilité indiscutable d'accueillir et ou d'aider les gens qui en sont victimes, qui aujourd'hui n'est pas assumée. Et je reviens là-dessus parce que je sais qu'il y a ce chiffre qui m'a marqué dans ton livre, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un même pays, quand tu parles de défense d'un territoire, encore une fois, c'est pas une défense à la limite à l'échelle de la France, c'est même dans la France où des gens qui vont devoir se déplacer parce que ça va être plus compliqué de vivre à certains endroits qu'à d'autres. Alors ça peut. En fait, tout est possible en termes de vision là-dessus. Et ça peut l'être en France. On voit qu'il y a des zones qui vont être plus touchées par des sécheresses, d'autres qui vont l'être moins. On sait que le pourtour méditerranéen, par exemple, va être désertique. On le voit, il y a une canicule en ce moment en Espagne. Même avec relativement peu de réchauffement, l'Espagne aura le climat du Maroc dans 10 ou 20 ans. Parce que l'autre, quand il est moins loin, du coup, ça ne nous fait pas le même effet quand même. Ah on a aussi ça, bien sûr, mais oui, l'échelle de la solidarité est forcément variable. Et c'est vrai que sur cette question d'écologie, pour beaucoup de questions, l'échelle pertinente, elle est mondiale. On revient sur cette question du climat. Aujourd'hui, c'est les pays riches qui sont en train de détruire le climat des pays pauvres. Et donc, quand on regarde que chez soi ou proche, ça, on ne le voit pas. Alors, à chaque fois, je te pose des questions qui sont hyper orientées et je t'embête à... Voilà, mais c'est parce que j'ai envie que tu dises un certain nombre de trucs qu'il y a dans ton livre. Je voudrais revenir sur une dernière chose, parce que c'est sur cette histoire de choix individuel, parce qu'on en a assez peu parlé finalement. Tu l'as dit, on peut avoir peur de faire des enfants parce qu'il y a un avenir incertain, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Est-ce qu'en fait, ça reste encore un choix individuel d'avoir des enfants? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se jouent. Les choix individuels sont jamais 100% individuels. Déjà, ce choix d'avoir un enfant, généralement, il est fait à deux. Après, on a toujours des questions de normes sociales ou de systèmes sociaux qui peuvent contraindre plus ou moins. Le fait qu'il y ait des crèches ou qu'il y ait des congés maternité, ça change le choix. Et donc, c'est forcément un choix où les enjeux de société sont importants. Il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est que, par exemple, en France, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils souhaiteraient. Principalement pour des raisons socio-économiques. Qui est que ça coûte cher, le coût de l'immobilier, le coût de l'éducation, les positions pas assez stables, enfin voilà. Et donc quand on leur demande s'ils auraient aimé avoir plus d'enfants, c'est à peu près 30% des gens qui vous disent oui. Alors le désir d'enfant, c'est quelque chose de compliqué, entre le désir d'enfant qu'on peut avoir à 18 ans, le désir d'enfant qu'on a quand il est 2h du matin et qu'on a un enfant qui hurle et qu'on est en manque chronique de sommeil. Tu parles d'une expérience en ce moment, voilà, avec un enfant de 6 mois, c'est ça? Par exemple. Ou ce qu'on a à terme en regardant sa vie et en se disant si tout était bien allé ou si, qu'est-ce que j'aurais aimé. Il n'y a pas une seule mesure qui est juste. Mais en moyenne, les gens dans les pays riches aimeraient avoir plus d'enfants. Est-ce qu'ils ont, c'est quoi la place de la peur écologique dans le choix d'avoir ou non des enfants?
Alors, difficile à dire. Beaucoup de gens se posent des questions. Donc, comme on a vu, 40% des jeunes, par exemple. Pendant assez longtemps, on mesurait les gens qui renonçaient aux enfants. Et quand on dit renoncer, c'est vraiment un choix conscient. C'est pas juste qui hésite sur le moment. Et ça tourne autour de 5% dans la plupart des pays riches. Il y a eu récemment un sondage qui est sorti sur Elle avec cette couverture qui disait 30% des femmes veulent pas d'enfants. Bon, alors c'est fallacieux parce que c'est 30% des femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc déjà, c'est pas le même chiffre. Hein. Quand on compte sur toutes les femmes, on arrive à 13%. Et après, il n'est pas fait exactement de la même manière que les autres. C'est-à-dire qu'il ne dit pas les gens qui ne savent pas, par exemple. Donc, est-ce que c'est vraiment comparable? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au sondage précédent sur les raisons qui commencent à dater un peu, l'écologie est dans le top 3 des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas d'enfants. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc là-dessus, il y a sans doute quelque chose. Et voilà, c'est en cours d'étude. L'INED va lancer une enquête là-dessus. Mais voilà, le temps que ça soit bien fait et qu'il y ait les résultats, on a encore un peu de temps. Avant de passer la parole au public qui t'écoute, est-ce qu'à un moment donné, tu réponds à cette question dans ton livre, noir sur blanc, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Oui, je réponds à la toute fin. En conclusion, il y a une réponse en un mot. En un mot de 3 lettres, exactement. Merci pour tes réponses. Bon, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel? Là-bas, monsieur. Alors, il y a un micro qui arrive juste derrière vous, monsieur, et on le fera avec le micro. Regardez. Vous pouvez aider le monsieur à allumer son micro, Oui. peut-être? Super. Oui, on m'entend là. Oui, voilà. Oui. J'ai un commentaire. Vous avez présenté ce fameux livre de la bombe P de Ehrlich, et moi j'ai souvenir dans un livre de Bill Gates sur le climat qu'il explique ça dans une page, et à la page suivante il dit « Ah mais heureusement, il y a un agronome américain qui a trouvé un moyen de faire une meilleure... disons, d'enrichir la production et de gagner en production, ce qui a évité un certain nombre de famines. » Oui, tout à fait. Donc, mais malheureusement, cet agronome américain n'est pas connu du tout. Voilà. Et j'avais 2 autres questions. Alors, laissez répondre à la première phrase, et après, du coup, on vous redonne les questions d'après. Non, mais on peut lui laisser encore le micro pour après. Alors c'est un commentaire, mais effectivement, j'en avais parlé un peu, c'est ce qu'on appelle la révolution verte, qui était ni une révolution, parce qu'on a en fait appliqué dans les pays pauvres des méthodes agricoles et d'ingénierie génétique, notamment qui étaient celles des pays riches. C'était pas très vert non plus, parce qu'il y a eu aussi tous les problèmes écologiques qu'on a avec l'agriculture. Mais voilà, ça fait que aujourd'hui, il n'y a plus de gens, il n'y a pas personne qui meurt de faim, pas grand monde qui meurt de faim en Inde ou en Chine, malgré la forte croissance de la population. Alors, ma question est, d'une part, qu'est-ce que vous pensez du rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC, qui n'aborde pas tellement cette question de démographie? Quelle est la raison pour laquelle il n'aborde pas cette question, ou du moins... Et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez du livre de Wallen Horst, je crois, si vous voulez, pour lutter contre le climat, faites des enfants. C'est un tout petit livre assez court de 2 auteurs, Wallen Horst et l'autre, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Voilà. Ah, il est en train de sortir quelque chose de son sac. Je suis en train de le lire. Ah bah voilà. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans le rapport du GIEC? On en parle. C'est indiqué comme facteur des émissions, et souvent de manière problématique, c'est-à-dire que dans le résumé aux décideurs, attendez, j'essaie de vous le retrouver. Voilà. Dans le résumé aux décideurs du rapport précédent du GIEC, il y avait ça, qui est une décomposition de la population sur des facteurs d'évolution sur l'ensemble de l'humanité.
Et donc le problème avec ça, c'est le problème de Bill Gates, c'est qu'on a mis ensemble des gens que l'augmentation de la population dans des pays qui sont principalement pauvres et peu émetteurs, et à l'inverse, l'augmentation des émissions dans des pays riches à la population stable. Donc ça, c'était très embêtant. Ils ne l'ont pas mis dans le dernier rapport. Ils en parlent dans le dernier rapport, dans la R6, dans le groupe 3, sur la partie facteurs. Ils proposent des décompositions qui sont un peu plus avancées. Et après, il y a tout un débat sur les modélisations, qui est justement revenir sur ces équations dont on a parlé, qui ont des versions nettement plus complexes, pour voir à quel point certaines choses sont plus ou moins des facteurs. Et donc ça, c'est un débat scientifique qui aujourd'hui n'est pas tranché, qui est l'objet de ma thèse. Voilà. Et ce livre, alors... Moi, j'ai un truc à dire sur le livre, c'est que ce livre, il est quand même écrit par 2 personnes, dont un qui s'appelle Nathanaël Wallenhorst, et qui était là il y a quoi 2 mois? Non, il n'a pas pu venir. Ah, il n'a pas pu venir. Ah. Mais c'est pas grave, il reviendra du coup. Bon, pas super. Voilà. Bon, on a une raison supplémentaire de le faire venir du coup. Okay. Alors, je sais que c'est un livre qui me cite beaucoup, parce que toute la partie justement analyse, je suis à peu près en note de bas de page sur toutes les pages. Globalement, je suis pas fan du début. Je trouve ça un petit peu nébuleux. Mais bon. J'avais lu le livre précédent de Frédéric Spinirny, qui est vraiment très axé philosophie sur les choix de natalité, et qui est intéressant, mais très philosophique. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu par celui-là. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Mais tu ne l'as pas fini. Mais je ne l'ai pas fini. Du coup, on te reposera la question quand tu l'auras fini. Ouais. Pour le dire. Merci. Qui veut poser une question? Je voudrais juste comprendre un petit peu mieux la transition démographique. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez expliqué. Oui, bien sûr. Et puis la deuxième question, c'est de savoir si vous restez optimiste. Alors, on commence par les chiffres. On commence par la question facile. Cette transition démographique, donc on reprend, on a une première étape. Ça, imaginez, c'est la France du XVIe siècle. Les gens ont beaucoup d'enfants, il y en a beaucoup qui meurent, et il y a beaucoup de fluctuations parce que famine, épidémie, guerre, etc. On a la France du XVIIe siècle, on introduit la pomme de terre, on se rend compte que certains trucs comme dormir dans la pièce ou faire la cuisine à côté des toilettes, c'est pas terrible, ce genre de choses. Donc tout ce genre de choses diminue fortement la mortalité. Il met un temps pour que la natalité le suive. Pourquoi ? Déjà parce que les gens ne voient pas tout de suite que la mortalité baisse, ou ils n'en sont pas forcément conscients, ou ils n'ont pas forcément conscience que ça va être stable. Et donc ils se disent, si par exemple je veux que j'ai 2 enfants survivants, j'aimerais bien être sûr qu'il y en aura 2 survivants. Il faut un petit moment avant d'en être sûr, de voir que dans les générations précédentes, voilà, donc il y a ce retard-là. Et il y a d'autres mécanismes qui sont généralement sur, on va dire, les déterminants économiques de la fécondité, qui sont par exemple ceux dont j'ai parlé sur quand on passe de la ville à la campagne, où tout d'un coup on a moins envie d'avoir d'enfants parce que de la campagne à la ville, parce que c'est pas la même relation, c'est pas les mêmes coûts, c'est plus ou moins intéressant. Et donc il y a ces choses-là qui se combinent pour passer de l'un à l'autre. Et donc forcément, la période transitoire, la population augmente. La France a fait sa transition démographique en à peu près 200 ans. C'était sans doute le premier pays au monde qui l'a commencé, notamment parce que c'était un pays très dense. La France du XVIIIe siècle, c'est 20 millions de personnes, ça faisait beaucoup pour l'époque. Il y a des pays qui l'ont fait très rapidement. Si on prend par exemple l'Iran, c'est la transition démographique en 20 ans. Parce qu'il y avait tout. C'était un pays relativement riche grâce au pétrole, qui avait du retard à la transition démographique, parce que quand il y a eu le régime islamique, au début ils ont commencé par des politiques natalistes, puis c'était la guerre Iran-Irak, donc ils se sont dit il faut de la chair à canon. Et puis à un moment ils se sont dit oula, en fait on va être trop, on va être serré. Et donc là, il y a eu tous les moyens d'un État qui est lié au pouvoir religieux, et donc qui peut être considéré plus légitime que d'autres pour agir là-dessus, parce que c'est une vraie question, qui du coup avait plutôt un bon système de santé, une population plutôt urbaine, éduquée, etc. Et donc ça s'est fait rapidement. Voilà.
Alors, question 2, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Je pense que... Avant que tu répondes à la question, juste vous dire qu'il y a un gros bloc sur la démographie dans le livre et que c'est très bien expliqué. Voilà. Donc avec ces différents blocs, etc. Et voilà, je ne le dis pas à chaque fois, donc je me permets de le dire, mais moi j'ai été passionnée par ce bouquin, réellement. Donc voilà. Merci. Tout. C'est gratuit. Ouais. Est-ce que je suis optimiste et pessimiste? J'aime pas ces termes, parce qu'en général, on les balance avec cette idée que les gens sont un peu irrationnels et qu'ils voient tout en rose ou tout en noir. En pratique, on a à la fois un certain nombre de raisons d'avoir de l'espoir sur certaines choses et des raisons d'avoir peur d'autres choses. Donc, et je pense qu'il faut accepter que ça coexiste. Et donc je pense que comme la plupart des gens, j'ai des moments plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. Je pense que comme la plupart des gens ici, j'ai plutôt la chance d'être dans un pays plutôt développé, de ne pas être trop défavorisé, etc. Et donc forcément ça change. Et donc tout le monde ne peut pas avoir la même vision là-dessus. Donc voilà, les éléments que je donne. Et je suis normand sur la question. Donc voilà, Merci. Alors après, il y a quand même quelque chose qui est écrit dans ton livre, et alors, je peux te citer? Oui. Alors, aujourd'hui, je t'en peux. Voilà. Quand tu expliques justement, est-ce que tu es optimiste pour la suite, etc. Et tu précises un truc, tu dis, aujourd'hui, en fait, j'ai autant peur de la crise écologique que du glissement autoritaire et inégalitaire que l'on sent poindre partout dans le monde. Et moi, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, le sujet, c'est... Voilà. Le sujet est plus là. C'est un peu toutes les réponses que tu donnes dans ton livre sur le fait de dire qu'en fait, la problématique, c'est pas la population, la surpopulation, mais c'est la politique, l'économie, c'est le fonctionnement. Et c'est actuel. jamais que l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a différentes visions d'un monde soutenable, et il y a des mondes soutenables plus ou moins souhaitables. Et on aura peut-être un monde soutenable où il sera soutenable parce qu'il y aura 100 millions, je sais pas, de gens qui vivent bien et le reste de l'humanité qui vit dans la misère la plus noire, et c'est eux qui auront porté les prix. Et il se trouve que si on suit les rapports de force actuels, c'est ça qui va se passer. Alors il n'y aura pas forcément une barrière très claire, et le français moyen peut espérer aujourd'hui être du bon côté de la barrière. Ça sera de moins en moins le cas. Ça sera encore moins le cas pour ses enfants. Donc voilà, et c'est lié parce que on voit à quel point ce sujet écologique rebat les cartes sur plein de choses, et notamment remet en question un certain nombre de rapports de pouvoir. Et donc forcément, la réponse, c'est de se tendre et de durcir ces rapports de pouvoir. C'est pas le seul facteur qui y contribue. Je veux dire, les rapports de pouvoir se durcissent naturellement. Le pouvoir a une mécanique qui fait boule de neige, si elle n'a pas assez de freins, de contre-pouvoirs, etc. Mais c'est une raison de plus qui le fait. La différence entre le moment où tu as écrit ces lignes et aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, tu as eu un enfant. Oui. Donc un peu optimiste quand même. Assez optimiste pour me dire qu'il aura sans doute de quoi vivre une vie intéressante, même s'il n'y aura sans doute pas que du bonheur, mais c'est vrai que c'était vrai de tout temps. Et bon, voilà, c'est un sujet très délicat, mais quand on regarde par exemple les réactions de gens qui ont vécu des situations abominables, on a de tout et c'est respectable. Il y a des gens qui, dans les camps de concentration, ont perdu complètement foi dans l'humanité, et d'autres qui ont gardé l'optimisme jusqu'au bout et qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient. Et ce fait d'avoir des enfants, alors on n'est pas dans une situation comparable, mais c'est pour forcer le trait, on peut trouver des raisons de vivre et des raisons de... Voilà. Et la plupart des gens qui vivent, même en général quand ils vivent une vie horrible, ils ne le regrettent pas. La plupart, pas tous. D'autres questions? Alors, madame ici, et après on passe là, et après on passe là. Alors, bonsoir. Il me semble que, selon le rapport de l'ONU, la population va diminuer après 2050. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne saurais pas vous dire si c'est exact. Par contre, on peut parler un peu de ça, parce qu'on n'en a pas parlé.
Aujourd'hui, les démographes font des projections. On aime bien ce thème de projection plutôt que de prévision, parce que les démographes, ils n'ont pas de boule de cristal, ils ne savent pas qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale le 14 février 2032 et qu'elle tuera X millions de personnes. Donc, ils donnent des idées des tendances démographiques. Aujourd'hui, les grandes tendances démographiques, c'est quoi? C'est que les gens vivent de plus en plus longtemps, bien. Que la mortalité à tous les âges baisse, en particulier la mortalité infantile, que les gens ont de moins en moins d'enfants et qu'ils les ont de plus en plus tard. Tendance très forte, on en parle peu, mais en France, en 50 ans, les gens ont des enfants 10 ans plus tard. Ça change complètement les rapports entre générations. Et donc, ils tirent de ces tendances des projections de ce que va devenir la population. Ils ne sont pas d'accord entre eux, parce que forcément, ils n'ont pas la même vision de à quelle vitesse ces choses se font, quels sont les principaux déterminants, etc. Forcément, ils ne peuvent pas savoir. Donc, ils ont des... Voilà. Aujourd'hui, il y a différents organismes qui font différentes projections. En 2050, tout le monde est d'accord, on sera entre 9,5 milliards et 10 milliards. Et c'est assez facile à dire parce que la majorité des gens qui vivront, ils sont déjà là. Donc on considère que les taux de naissance vont bouger un peu, les taux de natalité, et ça donne ça. Par contre, en 2100, il y a pas mal de questions. Et donc aujourd'hui, la question sur les projections, c'est que l'humanité va probablement avoir son pic de population entre 10 et 11 milliards, et entre 2050 et 2100. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. C'est un scénario qui est, on va dire, un petit peu optimiste sur le développement. C'est-à-dire qui considère que, par exemple, l'Afrique va se développer plutôt qu'elle va tomber dans la misère. C'est pas... voilà. Ici, monsieur. Le micro arrive. Vous avez montré une courbe dans laquelle il y a un point d'inflexion, les années 80. Oui. Alors, même pas les années 80, c'était 1968, le maximum de croissance de la population mondiale. Année de la bombe P, c'est pas un hasard. Voilà. Donc, à peu près 1987, on dirait qu'il y a un point d'inflexion. Non, il est en 68. Le point d'inflexion, on le voit avec le taux de croissance. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'une certaine date, la limitation de naissance en Chine a fait changer cette courbe vers une pente, disons, qui ne grandit plus? Alors, c'est très difficile à dire. Alors, il y a deux questions là-dessus. Il y a déjà à quel point est-ce qu'on voit des tendances de différents pays dans la population globale. C'est difficile à dire parce que tous les pays ont des transitions démographiques différentes. Voilà, et donc, quand on les additionne, ça donne la population mondiale. Trouver l'effet d'une mesure dans la population globale, c'est dur à dire. Après, sur les limitations des naissances en Chine, il y a beaucoup de débats. Il y a eu différentes politiques en Chine. Il y a eu l'enfant unique dont on parle beaucoup, mais dont l'effet n'est pas forcément si fort, parce que quand on regarde les pays voisins, en fait, la plupart ont eu des réductions de la natalité à peu près au même rythme, sans cette politique. Donc il y a tout un débat sur l'effet réel qui aujourd'hui est ouvert, et qui est d'autant plus ouvert qu'il y a un doute sur les statistiques chinoises. Et sur le nombre de dizaines de millions de filles cachées qu'il peut y avoir en Chine. Voilà, débat ouvert. Et il y a eu d'autres politiques avant l'enfant unique qui ont été sans doute plus efficaces, mais qui ont été moins contraignantes, mais qui ont été juste, on va dire, donner un coup de pouce à la transition démographique à ce moment-là, parce qu'il y a eu aussi des politiques pronatalistes au début, qui lui ont fait prendre un retard, mais qui ont été souvent moins contraignantes et qui ont été moins médiatisées. Voilà. Et donc elles ont sans doute eu un effet. Il y a eu pareil des limites ou des réductions d'allocations au-dessus d'un certain nombre d'enfants ou des choses comme ça qui sont arrivées avant l'enfant unique. Monsieur ici. Ouais, moi j'ai pas besoin de micro, j'aime pas trop parler là-dedans. Je devrais pouvoir me faire entendre. Déjà je voulais commencer par franchement remercier et féliciter pour cette avalanche de bon sens. Merci. Je ne peux qu'adhérer au grand essentiel. Et cette avalanche de bon sens qui d'ailleurs dispensait de pas mal de questions, il y en a une cependant qui me titillait un peu, c'était d'essayer d'évaluer, vous l'avez évoqué un peu au travers des questions après, mais pas dans la présentation initiale, d'évaluer le poids, l'impact des conflits au cours de
Alors, je ne sais pas si vous voyez par exemple la Seconde Guerre mondiale sur ce graphique, mais on ne la voit pas. La triste réalité, c'est qu'on voit très peu les conflits sur la population mondiale. On les voit sur des populations locales, mais en fait, 50 millions de morts à l'échelle de la population du siècle, c'est l'épaisseur du trait. Et du point de vue démographique, du point de vue démographique mondial. Mais cependant, si je peux me permettre, Et après, on va passer à quelqu'un d'autre. on se bagarrait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on mourrait beaucoup plus des conflits directement. Oui, alors oui, c'était plus diffus, donc c'est plus difficile, je pense, à attribuer. Donc on n'a pas cette analyse. Ça fait partie des causes de mortalité. On sait qu'il y avait plus de morts violentes, mais pour plein de raisons, pas que celles des conflits. Je ne saurais pas vous dire. On a toujours cette idée de se dire qu'en fait, dans un monde malthusien, ce qui était le cas, la population suit de toute façon, grosso modo, les ressources disponibles. Et donc, s'il y a des gens qui meurent un peu plus tôt ou un peu plus tard, en fait, ça ne change pas beaucoup les tendances de long terme. Une dernière question ? Oui, Emmanuel, dans le livre, un des graphiques qui m'a marqué, que vous allez peut-être pouvoir présenter à l'écran, là, si vous êtes dans le diaporama, c'est celui de l'évolution de la population par continent. Vous l'avez là ? Non. Non ? Je l'ai pas. Et si mes souvenirs sont exacts, sur cette perspective ou projection de 10 milliards d'habitants dans le monde, le continent africain, tout à fait, à lui tout seul, en aurait 4 milliards 500 millions. Oui. Hein ? On est un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on regarde, alors cette augmentation de population qui passerait de 8 milliards à 10 milliards, elle est à peu près à 100% en Afrique. C'est-à-dire que sur le long terme, tous les autres continents devraient être stables, baisser légèrement, augmenter légèrement, sauf l'Afrique, dont la population devrait à peu près tripler. Mais quand on connaît le niveau de pauvreté de l'Afrique et les problèmes alimentaires et les conséquences du réchauffement climatique, oui, on se demande comment cela est possible. Eh ben, ça pose des questions, et ça pose des questions justement sur ces projections. Donc ça dépend où. Si on regarde par exemple les projections au Congo, on sait qu'au Congo, on peut nourrir très largement tout le monde sans souci. Voilà. La question d'instabilité, elle se pose. Et oui. Et par exemple, quand on regarde la projection au Niger, est-ce que le Niger aura 150 millions de personnes en 2100 ? Moi, je vois pas trop comment on fait tenir 150 millions de personnes au Niger, hein, parce que c'est quand même 90% désertique. Donc oui. Et donc là-dessus, c'est pour ça que il faut bien être conscient que c'est des projections démographiques et que ça ne prend pas tout en compte. Et ça ne prend pas en compte le fait que peut-être que la natalité va baisser plus vite, peut-être que la mortalité va augmenter plus vite, peut-être que les migrations vont augmenter plus vite. Voilà. Donc tout ça est possible, et tout ça, c'est des phénomènes politiques qui sont pas ou que imparfaitement pris en compte dans les projections. Je vous invite à lire ce livre pour d'autres réponses à vos questions, surtout des réponses qui ne sont pas binaires, ou en tout cas pour éviter les réponses binaires à des questions qui n'en sont pas. Parce que ces réponses binaires, on l'a vu, ça peut amener à des conséquences qui sont assez graves. Donc le livre, c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» La librairie Garin est là pour vous le proposer. Emmanuel, ici pour dédicacer cet ouvrage. Il est 20h30 et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, et c'est pour ça que je vous laisserai avec Emmanuel lui poser. Nous, on peut se retrouver, alors, le 25 mai déjà. Le 25 mai, au Crédit Agricole des Savoies à Annecy, pour le thème « Les sols massacres silencieux ». Encore un thème joyeux. Avec Marc-André Selos. Ou le 8 juin aussi ici, avec Timothée Paric, donc « Ralentir ou périr », et qui nous parle de décroissance. Et puis après, on a quand même une pause pendant l'été, avant de se retrouver pour le Festival Livre en Marche, le 30 septembre et le 1er octobre. Et là, il y a beaucoup de monde, et je vous laisserai regarder le programme, ou poser des questions à Dominique, à Karen, ou à des personnes bénévoles ici qui sont au courant. Et la date qu'on a déjà aussi, c'est le 26 octobre, avec un monsieur qui est déjà venu, et qui s'appelle Renaud van Rumbeck. Voilà, qui était déjà venu, et qui est du coup notre invité une nouvelle fois. Merci beaucoup Emmanuel, et merci à tous. Bien joué.